Niort, dans le département des Deux-Sèvres. Il est 17 h. Une équipe de sapeurs-pompiers est appelée sur une intervention et il y a urgence. Une femme aurait sauté d'un pont, une tentative de suicide. Elle aurait sauté du pont SNCF et elle serait tombée sur le boulevard de l'Europe à Niort. Donc sans précision, sans autre précision. Bruno, le chef de groupe, ne perd pas une minute. Après 25 ans d'expérience, il sait que ce genre d'accident peut être gravissime. Il suit l'ambulance, mais il va mettre plus de temps que prévu. Car c'est l'heure des sorties de bureau. Un embouteillage monstre s'est formé. Le boulevard est totalement bloqué et le comportement de certains conducteurs énerve. Avance! Putain. Bruno sait que chaque minute perdue peut être fatale pour la victime. C'est de ce pont que la femme a sauté sur la voie rapide. Police 79 LCG sur les lieux. La victime a été prise en charge par des automobilistes. Bruno est rassuré, elle est vivante. Ok. Pardon, on va. D'accord. Tout ça, la cervicale. Attends. Ok, merci monsieur. Hein, ok, merci. Mais elle souffre énormément. Ok. Est-ce que vous l'avez vu tomber? Est-ce que quelqu'un l'a vu tomber? Moi, je l'ai vu. D'accord. Donc elle est tombée du pont SNCF? D'accord. Bougez pas, bougez pas. Bruno veut en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Il interroge les témoins. Je suis arrivée, elle était accrochée à la balustrade de l'extérieur et elle a sauté. Elle a sauté. D'accord. D'accord. Il n'y a aucun véhicule qui a roulé dessus? Non, non, non. D'accord. Vous allez tomber, personne n'a roulé dessus? D'accord, ok. La femme, d'une trentaine d'années, a des antécédents. Elle est dépressive. Et elle a sauté de plus de 10 mètres, l'équivalent de 3 étages. Alors Bruno ne perd pas de temps. Pas de perte de connaissance, hein? Pas de perte de connaissance. La femme est consciente, mais les pompiers remarquent immédiatement une première blessure au poignet droit. Oui, suspicion de fracture. Ouais. C'est même une fracture ouverte du poignet. David, le responsable de l'ambulance, tente de rassurer la patiente. Madame, ouvrez les yeux là. Allez, on ouvre les yeux là. Non, non, mais. Comment? C'est quoi votre prénom? D'accord, détendez-vous alors. Madame, répondez. Madame, Avec. madame, oh. D'accord. Allez, là. Quel âge vous avez, s'il vous plaît? Quel âge? T'as besoin de quoi, David? Coquille. Coquille? Coquille et. Ouais, mais je vois avec le VSR. Ok. Devant la gravité de l'accident, le SAMU a été appelé en renfort. Aux commandes, Cécile, 35 ans, médecin urgentiste. L'infirmier pompier lui dresse un rapide bilan. Il y a une fracture ouverte au poignet droit. Remplacez le monsieur. J'ai rien à gauche sur ce côté-là, j'ai sur le côté droit au niveau de la jambe, elle se plaint d'une forte douleur de la jambe, j'ai pas eu le temps de découper. Ok, Donc là, elle a juste sa voix, c'est tout ce que j'ai fait, elle est consciente, il n'y a pas de PCI. d'accord. Et Pas on va... d'impact au niveau... Ben, je crâne, pense que si, ouais. pour l'instant, on n'a pas eu le temps. Ok. Vu la hauteur de la chute, l'urgentiste craint des lésions internes, des blessures invisibles à l'œil qui peuvent être dramatiques. Elle commence son auscultation. C'est médecin. Il a mal au bassin. Il veut le bassin est maintenu. Antoine, une ceinture pelvienne, s'il te plaît. J'ai mal au Non, bassin. mais ça. Non, mais toi, J'ai envie de vomir, j'ai envie de C'est l'autre, c'est pété là-bas. Ouais, je vais J'ai envie de vomir, s'il vous plaît. L'abdomen est quand même un petit peu suspect. Ouais. Cécile suspecte une hémorragie interne ou une fracture du bassin. Elle veut au plus vite conduire sa patiente aux urgences pour approfondir les examens. Mais elle s'attend déjà à de multiples blessures. Là pour l'instant c'est surtout traumatisme périphérique au niveau des deux jambes, poignet droit, on suspecte fortement une atteinte au niveau abdominal et du bassin, peut-être un thorax également sur la cinétique de chute. Ouais, c'est bon. Le transport de la patiente est délicat. Ils ne sont pas moins d'une dizaine de soignants pour l'emmener jusqu'à l'ambulance. Le risque après un tel traumatisme, c'est que la colonne vertébrale soit touchée. Le moindre mouvement brusque pourrait alors entraîner une paralysie. La patiente a eu de la chance, elle est vivante, mais elle est encore loin d'être sortie d'affaire. Des interventions comme celle-ci, les pompiers et SAMU de Niort en réalisent plus de 3000 par an. Bonjour, je suis le médecin du SAMU. Est-ce que vous avez mal quelque part? Situé entre La Rochelle et Poitiers, ce chef-lieu du département des Deux-Sèvres compte près de 150 000 habitants.
Pour leur porter secours, 150 pompiers professionnels et volontaires et 60 personnels soignants et non soignants. Vous avez mal à la tête. On est en train de préparer tout ce qu'il faut pour soulager la douleur. Accident de la route, infarctus ou hémorragie interne, ils sont plus d'une vingtaine chaque jour, pompiers ou médecins, à prendre en charge ces traumatismes. Est-ce que vous sentez vos membres, madame? Ok. Est-ce que vous avez perdu connaissance? Parmi eux, Cécile, 35 ans. Après 7 ans de médecine d'urgence, elle est toujours aussi passionnée par son métier. Il y a des fois, ça fait du bien d'avoir des gens qui vont pas trop mal. Même si parfois, il la met à rude épreuve. Des interventions qui des fois se passent mal ou qui se finissent mal. Donc c'est vrai que tout ça, ça mine un petit peu le moral quand ça s'accumule. Ce qui la fait tenir, le désir d'aider les autres. Une motivation qui anime aussi Michael, pompier professionnel. On va te sortir par le coffre de ta voiture. Okay. Si c'est possible, si on arrive à baisser ton siège. Après 25 ans de carrière, sa foi en son métier est toujours intacte. C'est difficile. Après, on fait avec et on sait que c'est les risques du métier. Une vocation qui les oblige souvent à faire face à la mort. Pour le supporter, les équipes se serrent les coudes et dédramatisent comme elles le peuvent. Moi, je suis pas mouillé, c'est le principal. Pendant 2 mois, nous avons suivi le quotidien des pompiers et du SAMU de Niort. Une météo exécrable et des pluies torrentielles vont leur compliquer la tâche. Il y a une chose qu'il faut évaluer qui est super importante, c'est est-ce que le jeu en veut la chandelle. Entre secours animalier et urgence vitale, ces équipes se battent chaque jour pour faire triompher la vie. Retour auprès de la femme qui s'est jetée d'un pont. Une terrible chute de 10 mètres de haut. Les pompiers viennent de l'installer dans leur véhicule. Elle souffre énormément. J'ai mal, s'il vous plaît, soulagez-moi. Ça y est, oui, on... J'ai mal, s'il vous plaît. J'ai mal. Oui, attendez. J'ai mal au bassin. Oui. Je vais vous refaire de la morphine, d'accord hein? Pendant que l'équipe soulage la douleur de la victime, Cécile, le médecin, prévient les urgences pour que tout soit prêt à leur arrivée. Nous, à notre arrivée, elle est consciente, mais somnolente. Par contre, l'abdomen est suspect. Il est quand même douloureux dans son ensemble. Le mieux, c'est qu'on roule aux urgences, on est près de l'hôpital. Et puis éventuellement voir s'ils peuvent venir, si l'hélice mûre est dispo. Devant la gravité des lésions, l'urgentiste prévoit déjà un transport en hélicoptère vers l'hôpital de Poitiers, mieux équipé pour prendre en charge ce type de traumatisme. Là, en arrivant à l'hôpital, on va vous faire passer un scanner pour voir un petit peu l'ensemble des lésions. Ça se peut qu'on vous change d'hôpital. Vous pouvez m'endormir. Mais en route, l'état de la patiente s'aggrave. Où est-ce que vous avez mal, là, madame? Dans les poumons. Dans les poumons. Ah, je me demande s'il n'y a pas un pneumo à gauche. Ça passe moins bien à gauche. Son poumon gauche ne fonctionne plus correctement. Cécile craint qu'elle ne se retrouve en détresse respiratoire. Il faut faire vite. On est bientôt arrivé à l'hôpital, là. Vous avez besoin tout de suite, là? Quelques minutes plus tard, les urgences sont en vue. La priorité, emmener la patiente au scanner pour déterminer au plus vite ses lésions. Bougez pas, madame. Ce qui est important, là, c'est d'éliminer les lésions vitales. L'hémorragie grave, les détresses respiratoires, les lésions au niveau des vertèbres qui pourraient comprimer la moelle épinière, rendre des paralysies, et vérifier au niveau crânien qu'il n'y ait pas eu d'hémorragie, de contusion suite au choc. Dès les premières images, ce que Cécile craignait se confirme. La colonne est gravement touchée. Ici, sur la 7e cervicale, elle est complètement explosée celle-là. Donc là, ici, une première fracture qui déborde un peu au niveau de la moelle, et puis surtout la vertèbre ici qui est complètement explosée. Des fractures des vertèbres lombaires, particulièrement dangereuses. Il y a un risque de compression au niveau de la moelle. Le risque, il est sur les fractures vertébrales, l'atteinte médulaire, la paralysie. Le cas de la jeune femme est critique. Elle risque une paralysie des membres inférieurs et les images du thorax ne sont guère plus rassurantes. Les poumons ont de sévères contusions qui obligent l'équipe à mettre la patiente sous oxygène. Les radios des membres, elles aussi, sont préoccupantes. La cheville, oui, la cheville droite, elle a pris cher. Elle a fait quoi quand c'est dedans? Elle a sauté d'un pont, donc de 10 mètres, je pense. Donc, voilà.
Donc là, ça doit être là. Là, les deux chevilles sont complètement explosées. Après, c'est de la chirurgie pour les deux côtés et sous réserve qu'il y ait quand même des séquelles fonctionnelles par la suite. La jeune femme risque de ne pas remarcher normalement. Son poignet droit, lui aussi, est dans un sale état. Elle a bien fait des choses. L'extrémité au niveau de l'articulation est complètement explosée aussi, donc il y a un pronostic fonctionnel qui est très important, d'autant qu'il y avait une lésion cutanée, donc c'est une fracture ouverte, donc un risque d'infection également associé. Là encore, la patiente risque de garder des séquelles de cette blessure. Vu la gravité de son cas, le transfert vers l'hôpital de Poitiers s'impose. Là, il faut qu'on vous change d'hôpital. Pour pouvoir vous amener vers le centre le plus adapté pour prendre en charge vos blessures. Donc vous allez aller sur l'hôpital de Poitiers. Prévu en hélicoptère, le transport se fait finalement en ambulance pour cause de mauvais temps. La patiente a été opérée plusieurs fois pour ses multiples fractures. Elle récupère doucement et commence de longs mois de rééducation et de suivi psychologique. Chaque année en France, près de 160 000 personnes tentent de mettre fin à leur jour. 9 000 décèdent, un des taux les plus élevés d'Europe. Un phénomène 2 fois plus meurtrier que les accidents de la route. SAMU 79 centre 15, bonjour. Le centre névralgique du SAMU se trouve dans cette grande salle. Accident de la route, suicide, arrêt cardiaque. Tous les appels de détresse de la population des Deux-Sèvres arrivent ici. Vous avez votre papa, c'est bien ça, qui est tombé, que vous avez relevé. Elle arrive à parler, cette dame, ou pas? Alors allez-y tranquillement, je vais rester avec vous, vous inquiétez pas. 24 heures sur 24, les 4 assistants de régulation gèrent plus de 300 appels quotidiens. Il va falloir nous apporter de l'aide. Vous êtes nos yeux au domicile, d'accord? En quelques secondes, ils doivent évaluer l'urgence de l'appel Et là, elle est toujours en arrêt cardiaque. Et envoyer les secours nécessaires. Est-ce que vous avez... Oui, il me faut un SMUR. Est-ce que vous avez mis également en place le défibrillateur? Des personnels sous tension nuit et jour. Parmi eux, Dolores, 35 ans. Elle est assistante de régulation depuis 6 ans et elle vient de recevoir un appel. Un de ceux qu'elle redoute parce que les conséquences peuvent être gravissimes. Les accidents de la route. SAMU 79 centre 15, bonjour. 2 voitures se sont percutées frontalement. Au téléphone, l'un des conducteurs. Vous vous êtes endormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. J'ai pris un petit peu l'herbe là, elle a glissé la voiture et la voiture elle s'est déportée, voilà. C'est une perte de contrôle alors? Oui. Ah oui. Dolores prend les premières informations. Simultanément, à la caserne des pompiers, une ambulance est sur le point de partir. AVP, VLVL, échiré, forte cinétique. Okay. Pendant que les secours se dirigent vers le lieu de l'accident, Dolores continue d'interroger les victimes. Son objectif? Déterminer la gravité de la situation et décider s'il faut envoyer une équipe du SAMU en renfort. Vous avez perdu connaissance, monsieur? Non, pas du tout. Vous êtes cogné la tête? Oui, ça a dû secouer, mais c'est plus ma fille qui est mal que moi, quoi. Votre fille, elle a quel âge? Elle a 16 ans. Elle se plaint de quoi? Elle a mal partout, elle a mal surtout la poitrine. Est-ce qu'elle a du mal à respirer? Oui, apparemment, oui. Les pompiers vont arriver rapidement pour vous 3. D'accord. Dans le camion des pompiers, Loïc et Michael, pieds au plancher. En quelques minutes, ils sont sur place. Une petite route départementale à une dizaine de kilomètres de Niort. C'est dans cette ligne droite que le conducteur est monté sur le bas-côté et a perdu le contrôle de la voiture. Je reste à l'arrière? De toute façon, c'est barré. Ah, il y a un peu de cinétique. Ouais, reste pas trop près de rien. Le choc a été violent. Les 2 véhicules se sont percutés de plein fouet à plus de 60 km/h. L'avant des voitures est totalement détruit. Bruno, le pompier qui s'est occupé de la jeune femme tombée du pont quelques jours plus tôt, prend les opérations en main. Le monsieur va être pris par l'ambulance, tu me fais un premier bilan ici. Kevin, tu vas voir le monsieur qui est là-bas dans la SAB qui me fait un bilan. Il y a un SMUR qui arrive. 3 ambulances et 10 pompiers sont mobilisés pour gérer les 3 victimes. Les 2 conducteurs ne sont que légèrement blessés. Les pompiers s'inquiètent davantage au sujet de la jeune passagère de 16 ans, la fille du conducteur à l'origine de l'accident. Loïc et Michael tentent d'évaluer son état de conscience par des questions-tests. Est-ce que vous sentez vos membres, madame? Ok. Est-ce que vous avez perdu connaissance? Est-ce que vous savez quel jour on est? Mercredi. On est mercredi de quel mois? Ok.
Les pompiers sont rassurés. La jeune femme n'a pas l'air d'avoir subi de choc à la tête. Mais elle peut être blessée ailleurs. Les deux pieds, vous arrivez à les bouger là? Ouais, ok. Déjà. Une bonne motricité, bonne sensibilité. Douleur cervicale, voilà la tête. Après un tel choc, ce que redoutent les pompiers, c'est une atteinte de la colonne vertébrale. Alors ils prennent le maximum de précautions. On va faire une sortie par l'arrière. Si tu peux ouvrir le coffre arrière et la banquette, et puis après on va juste basculer le siège, on va faire une sortie par l'arrière. Et les réactions de la jeune fille ne rassurent pas l'équipe. Elle se plaint de fortes douleurs au dos. Est-ce que tu peux venir gentiment décoller légèrement, comme ça? Tu tiens, Simon? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal où? Au dos? Où ça? À quel niveau? En haut? Oui. Alors tu mets juste le collier comme ça en provisoire pour que ça maintienne légèrement. En cas d'atteinte de la colonne, la moindre torsion pourrait être dramatique. Alors les pompiers décident d'extraire la jeune fille par le coffre. Donc on va te sortir par le coffre de ta voiture. Si c'est possible, si on arrive à baisser ton siège. Faut que tu restes comme ça. Si on te sort sur le côté, il y a plus de risque de te faire plus mal. On doit prendre toutes les précautions pour la sortir dans l'axe, pour respecter l'axe de la colonne vertébrale et pas aggraver la situation. Si on ne sort pas dans l'axe, on risque de désaxer la colonne vertébrale et risquer une paralysie ou voire plus. Mais le siège arrière refuse de se rabattre. Les pompiers n'ont pas de temps à perdre. Ils sortent leur arme de choc, une pince géante à laquelle rien ne résiste. Madame, je vais juste vous décoller un tout petit peu. D'accord? Vous pouvez venir vers moi? Ok. C'est bon, vas-y. Pendant que les pompiers détruisent le siège, un infirmier surveille la jeune fille. Après le choc qu'elle a subi, son état de santé pourrait se dégrader sans prévenir. Tout à l'heure, tu avais 5, tu as combien maintenant? Là, j'ai encore 5 à la poitrine que j'ai mal. Juste à la poitrine? D'accord. Et au dos, encore. D'accord, ça marche. La jeune victime supporte bien sa douleur. Les pompiers peuvent l'extraire du véhicule en douceur. Attention policier, ici. Aujourd'hui, c'est Cécile, l'urgentiste du SAMU, qui est d'astreinte. Une fois dans l'ambulance, elle prend le relais auprès de la jeune patiente. Quand vous respirez, est-ce que ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal ici. Oui. Elle recherche des fractures du bassin, des côtes, des clavicules. Des traumatismes fréquents dans ce type de collision. Elle essaye également de repérer si le choc n'a pas occasionné d'hémorragie dans l'abdomen. Des lésions invisibles, mais qui peuvent être très graves. Est-ce que je vous fais mal là, ici? Non. Hein? Là, ici, là? Est-ce que je vous fais mal au ventre? Non, j'ai pas mal au ventre. On va vous amener à l'hôpital pour faire des examens, mais c'est plutôt rassurant. C'est plus de peur que de mal. Oui. On va vous faire des radios. Et votre papa, il va suivre aussi à l'hôpital. Vous pouvez le mettre dans la même chambre que moi? On va voir ça aux urgences. Vu la violence du choc, les victimes ont échappé au pire. À l'arrivée à l'hôpital, père et fille se retrouvent. La première fois qu'ils se parlent depuis l'accident. T'as mal? Hein? T'as mal où, toi? Ouf, comme toi, je crois. J'ai le doigt de cassé, ça c'est sûr. Je dois avoir une côte de cassé, ça c'est sûr aussi. T'as le dos cassé? Non, une côte, le doigt. Je dois avoir un gros hématome à la jambe droite. Sinon, ça va encore. Chacun dresse le bilan de ses blessures. Moi, je crois que j'ai dans le Sûr? Je sais pas. En tout cas, est-ce que quand tu respires, t'as mal? Oui, un petit peu. Où? À la poitrine. Ouais, donc tu vas avoir une petite côte de fracture. Le diagnostic du papa se révèle exact. Sa fille souffre de 4 côtes cassées et d'une fracture de vertèbre lombaire. Le père, lui, s'en tire avec quelques hématomes et un doigt cassé. Après quelques jours d'hospitalisation, ils ressortiront de l'hôpital. Chaque jour en France, près de 200 personnes sont blessées dans des accidents de la route. Pour les pompiers, la journée a été éprouvante. À Niort, ils sont 16 à se relayer 24 heures sur 24. Un rythme intense et un stress constant. Alors, entre deux interventions, ils prennent le temps de se détendre, notamment à l'heure des repas. Aujourd'hui, le maître-queux, c'est Denis, le lieutenant. Repas commun. Petite entrée légère, carottes, pour les gens qui sont au régime. Il y en a qui ont besoin, c'est un peu gras chez nous comme nous. Et puis après, une petite pâte avec une petite sauce au roquefort. Et puis chacun va venir se débrouiller avec sa viande.
Ah, j'en veux bien un petit peu de carottes, s'il te plaît. L'occasion de renforcer les liens et la cohésion d'équipe. Ça saoule l'équipe. Puis tout le monde est au même niveau le week-end. Hein. Donc c'est pour ça que je vais me faire taquiner un petit peu, parce qu'ils vont dire que c'est le chef qui fait à manger. Mais bon, c'est pas grave. Quand on est à table, il n'y a pas de grade, on fait tous à manger, on est tous au même niveau. C'est bon, Loulou? Je le mets dans ton assiette. Une façon aussi d'évacuer le stress et de rompre avec un quotidien souvent difficile. Il ne fera pas, il ne fera pas. Il ne fera pas, il ne fera pas. Moi je suis pas mouillé, c'est le principal. Ça permet toujours de effectivement décompresser pendant les phases où on n'est pas en intervention. On souffle, on passe un bon moment tous ensemble. Là, en plus, on a fait une bouffe, donc c'est sympa. Ça permet de prendre du recul, de faire sauter la soupape. Et des fois, la soupape, elle a bon dos. C'est juste parce qu'on est bien entre nous, et puis voilà, il faut pas se chercher de fausses excuses. On est entre nous, on fait 2-3 petites blagues, et puis ça se passe très bien comme ça. Tout simplement. Moi, je suis d'accord avec le chef. Un moment de franche rigolade qui leur permet d'oublier la tension et la violence de certaines situations. Quand on rentre jeune pompier, pour ma part à 16 ans, on n'est pas prêt à ça. Quand vous êtes confronté à 16 ans à une personne qui a 50 ans et qui vient de se faire exploser la tête avec son fusil de chasse, alors déjà il y a le suicide qui est violent en soi, mais la vue de tout ça quand on a 16 ans, on n'est pas préparé. Je pense que le jour où on est plus sensible à la mort, faut se poser des questions, il faut changer de travail. Parce qu'on fait ça avant tout pour l'humain. Et si on ne se préoccupe plus de l'humain dans notre travail, je pense que c'est plus la peine de continuer. Pour ces hommes, être pompier professionnel n'est pas seulement un métier, c'est une vocation. Cet engagement envers les autres, c'est aussi ce qui anime Cécile à chacune de ses gardes. Ah ben là, on part pour 24 heures, d'abord de SMUR et la nuit aux urgences. Une période où c'est pas mal d'afflux, assez tendu, donc je pense que ça va être une longue journée. Et justement, sa journée commence fort, avec une femme qui vient de faire un malaise. Et elle a de sérieux antécédents. Ouais. Écoute, moi j'ai juste femme de 51 ans inconsciente et en note aurait eu une rupture d'anévrisme il y a 10 jours. La femme vient tout juste de subir une grave opération. Un anévrisme cérébral, c'est une dilatation de la paroi d'une artère du cerveau, comme une hernie sur une chambre à air. Et quand elle se rompt, c'est l'hémorragie avec un risque élevé de décès. Cécile craint que sa patiente ne fasse une récidive, mais à ce stade, impossible de le savoir. Est-ce qu'elle a fait une convulsion? Est-ce qu'elle a une hémorragie cérébrale? Après, ça peut être aussi sur une hémorragie, sur un état de choc. Donc après, si c'est très brutal, c'est vrai que le plus souvent, ça reste les causes neurologiques. Maison familiale. L'accident s'est produit dans un centre de formation pour jeunes, au sud-ouest de Niort, dans le Marais Poitevin. La victime fait partie du personnel. SAMU 79 ML2 sur les lieux. Un de ses collègues accueille Cécile. D'accord, donc elle sort du CHU, ouais. Elle est sortie hier de Poitiers. Ouais. Elle est venue aujourd'hui pour dire bonjour aux élèves. Et là, elle vient de faire un malaise. d'accord. Elle est toujours à la reconnaissance ou pas? Elle est consciente, quoi. Voilà, donc on l'a mis en PLS, on a fini en PLS. Bonjour. Je suis le médecin du SAMU. Est-ce que vous avez mal quelque part? À la tête. À la tête? Et là, c'est venu d'un coup, le malaise? Vous aviez eu mal à la tête avant de faire votre malaise? D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, madame? L'état de la patiente est inquiétant. Cécile a besoin de plus d'informations pour comprendre la situation. Il y a eu des convulsions ou pas? Elle est tombée plus loin inconscient, assise. Ouais. Et puis derrière nous, on l'a adossée, on a appelé le SAMU qui nous a demandé de la mettre en PLS. Et là, elle a commencé à reprendre un petit peu conscience. D'accord. Crise d'épilepsie ou rupture d'anévrisme. La patiente est dans un état grave, mais impossible de trancher pour le moment. Cécile continue son enquête médicale. Je vais vous mettre un petit peu de lumière, madame, devant les yeux. Ouvrez grand les yeux. Je crois qu'on la réexamine mieux dans le brancard, mais
Doute quand même sur une petite asymétrie des pupilles. Cela pourrait être le signe d'une hémorragie cérébrale. S'il vous plaît. Donc là, elle a repris connaissance, mais son état neurologique effectivement, est assez inquiétant. Effectivement, il faut être vigilant. Son état est sérieux. Marie, une des pompiers, tente de rassurer la patiente. Vous avez mal à la tête. On est en train de préparer tout ce qu'il faut pour soulager la douleur. Il faut laisser le temps. On vous fait une perfusion. Voilà, je vais vous passer les médicaments contre la douleur. Voilà, c'est très bien. Continuez comme ça, calmement. Oui, c'est normal. Hein, voilà. Vous êtes bien installé comme ça? Oui, ça va? De violents maux de tête dont Cécile doit trouver la cause au plus vite. La femme est emmenée à l'hôpital, laissant ses collègues sous le choc. En fait, on a été alertés par les enfants qui sont sortis de la salle en pleurant. On a isolé les jeunes surtout parce que je pense qu'ils sont un petit peu traumatisés. C'est une personne qui est importante pour eux, alors je pense que c'est ça qui les gêne un peu. Dans le véhicule, les pompiers sont sur le départ. C'est bon, vous pouvez y aller? Ouais. Bon. On vous emmène à l'hôpital. Hein. Là d'abord, on va à Niort. On va vous refaire passer un scanner. D'accord? Seule une imagerie médicale permettra de poser un diagnostic. Et Cécile veut la réaliser au plus vite, car elle a maintenant une quasi-certitude. La femme fait sûrement une hémorragie cérébrale. Elle est obnubilée, assez répétitive, un peu hagard. Tout ça, oui, c'est plutôt des signes inquiétants au niveau neurologique. Quand il y a une hémorragie cérébrale, le sang en fait, va comprimer le cerveau, la boîte crânienne n'étant pas extensible. Du coup, ça prend la place du cerveau et le risque, c'est l'apparition de paralysie, d'aggravation d'un coma et voire le décès si ça continue de s'aggraver. Dès l'arrivée à l'hôpital, l'équipe emmène directement la patiente au scanner. Et les images sont éloquentes. Cécile avait malheureusement raison. Ah si, ça saigne. Là ce qui est en blanc, c'est du saignement qui semble récent. La femme a sans doute fait à nouveau une rupture d'anévrisme. Cécile est inquiète pour elle. C'est un bombe à retardement. Les hémorragies méningées, ça peut évoluer très rapidement, en aggravation bien sûr. 2 ruptures d'anévrisme en quelques semaines. Cette femme est presque un cas désespéré. Pourtant, elle va s'en sortir. Transférée en urgence, dans un centre adapté à ce type de chirurgie, elle y sera opérée dès le lendemain. Après 1 mois de coma artificiel, elle se remet peu à peu. Pour Cécile, la journée a été longue. Elle a enchaîné les interventions. En moyenne, une dizaine par jour. Et ce n'est pas tout. Entre 2 sorties avec le SAMU, elle soigne aux urgences. Et aujourd'hui, elle n'a eu que des cas compliqués. Putain, CRP à 223. Une situation qui finit par peser après 7 ans de métier. Il n'y a aucun de mes patients qui va bien. Ils ont tous des choses graves. Quoi. On est aux urgences. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois, ça fait du bien d'avoir des gens qui vont pas trop mal. Alors quand vient l'heure de la pause café, les équipes en profitent pour partager les difficultés, mais aussi les anecdotes. Tu me crois si tu veux. Elle arrive, et puis elle dit ouais, vous voyez, je viens de faire des courses. Puis elle était défoncée quoi. Puis j'ai des trucs qui sont congelés, vous avez pas un congélateur? Si, j'en ai un, madame. Et puis, ah bon? Elle met ça à la morgue. Elle me trouve ça drôle. C'est très très important de pouvoir partager aussi notre ressenti, nos expériences sur une intervention, surtout quand des fois ça se passe pas très bien. Puis ça permet un peu de dédramatiser certaines situations qui sont dramatiques, qui sont parfois souvent difficiles à vivre. Pour Cécile, la journée prend fin. Après 24 heures d'une garde effrénée, elle va pouvoir rentrer chez elle et recharger ses batteries auprès de sa famille. À Niort, une nouvelle journée commence. Il est à peine 8 heures, la ville se réveille. Et les pompiers sont à nouveau mobilisés. Cette fois en périphérie de la ville. De violentes rafales de vent frappent le département et elles vont occasionner quelques catastrophes. Christophe est envoyé sur une urgence. Donc on part sur un accident de la circulation, une moto seule, sur la bretelle de l'accès à l'autoroute A10. Je suis à l'adresse indiquée. Je vois un motard
qui a fait une chute seul avec un membre inférieur coincé dans la rambarde de sécurité. Les conditions de circulation sont difficiles. La pluie et des rafales de vent très fortes ont été fatales à ce motard. Il a perdu le contrôle et tapé la barrière de sécurité. Il est conscient, mais son pied est coincé dans la rambarde. Préparez que je te cale et on le cale en même temps. Véritable sécurité pour les automobilistes, ces rambardes peuvent être dangereuses pour les motards. Depuis des décennies, les associations de deux roues militent pour leur retrait. Donc Romain, tu prends buté en haut et tu écartes sur le bas. D'accord? Parce que celle-ci, forcément, ne bougera pas. Non, c'est le sou qui va venir, je pense. On va y aller petit à petit. Si les barrières se déboulonnent, elles risquent de partir comme un ressort. Elles pourraient blesser tout le monde et sectionner le pied du motard. Les secours prennent toutes les précautions. Tu veux réceptionner le pied, toi? Bah oui, c'est bon, on va la mettre la telle. Parce que notre accès. Le SAMU est déjà sur place. C'est Mathieu, un médecin urgentiste de 37 ans, qui prend l'homme en charge. Après 8 ans de carrière, il connaît les risques de ce genre d'accident. Les températures sont très basses, il doit rapidement mettre le blessé au chaud, sinon son cas pourrait s'aggraver. Il faut le sécuriser parce qu'elle est quand même instable. Un tout petit peu, parce qu'on est sécurisé. C'est bon. On fera le bilan du pied dans le camion. On le met comme ça parce que là il va se refroidir. On peut y aller. C'est bon? Ouais, pour moi c'est bon. On y va doucement et on cale au fur et à mesure. Pour écarter progressivement les deux rails de sécurité et libérer le pied, les pompiers utilisent cette énorme pince. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils ripent, ils pourraient aggraver la blessure. Calez fort, messieurs. Calez fort, faut pas que ça arrive. On y va? Allez. Seb, tu regardes si le pied il vient avec ou pas? Parce que dessous il est pris dans la chaussure. La concentration est intense. Après quelques minutes d'effort, le pied est libéré. Si vous le laissez glisser, le pied vient vers vous. C'est bon. Là on l'extrait et puis on l'emmène au niveau de la douleur. Ça va monsieur? Donc, pour l'instant, on reste comme ça. Pour limiter la douleur, le motard a reçu des antalgiques puissants, des médicaments qui lui occasionnent des vertiges. Avec le médoc, Ça va? Ouais, ça tourne un peu? Ouais. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas, hein. D'accord? Le brancard arrive. Là on a extrait la jambe et puis on vous emmène dans le camion pour pas vous refroidir. Là c'est un bilan surtout pour des sites fonctionnels, parce que sur le plan vital il n'y a pas de défaillance. Par contre sur le plan du pied il faut qu'on fasse le point et qu'on enlève la chaussure, qu'on fasse le point tout dans le camion. On sera en lieu sécurisé. La chaussure du motard a été déchiquetée. Une fois enlevée, le médecin peut enfin constater les lésions. On a surtout une plaie avec un délabrement en fait, avec du contact osseux là. On n'a pas vraiment de fracture, il y a une perte de substance. La peau par endroits a été arrachée. Certains os sont à vif. Le médecin craint que le pied ne soit sérieusement blessé. Vous arrivez à bouger les... Attendez, je sais pas. Allez-y, bougez. Ouais, super. C'est bon signe. Le motard parvient à bouger ses orteils. Mais Mathieu redoute une rupture des nerfs ou des vaisseaux sanguins qui laisseraient des séquelles. Ouais, il bouge super. Vous sentez là quand je le touche ou pas? Ouais, bien sûr, ça. Vous sentez bien? D'accord, ok. Le pied, il faut qu'on l'évalue, mais ça passe bien. Niveau circulation, c'est juste le 5e orteil là, qui est un peu critique. Il faut voir s'il n'y a pas une artère qui a été lésée. Mais là, vous allez avoir quand même un bilan global chirurgical. Il n'y aura pas forcément d'intervention, mais une bonne détertion pour laver le pied, laver le corps étranger. Les os du pied sont à vif. Le risque d'infection est important. Mais le médecin se méfie aussi de lésions internes, qui souvent passent inaperçues. Ça a tapé quand vous avez tapé le sol? En fait, la tête, ça n'a pas tapé, le dos, ça n'a pas tapé. Par contre, l'épaule, ça a cogné. Ouais. Et maintenant, après, quand le choc est passé, c'est au niveau des poumons que je commence à le sentir. D'accord. Et celui-ci. Ok, allez-y, vous allez vous allonger. Cette douleur est suspecte. Elle cache peut-être une lésion pulmonaire. Inspirez. Pour ne pas perdre de temps, Mathieu utilise un échographe portable pour inspecter les poumons. Là, on regarde s'il n'y a pas de pneumothorax, de l'air au niveau du thorax. Ok. Pas de lésion dans le thorax. Pour ne rien laisser au hasard, Mathieu inspecte aussi le ventre, à la recherche d'éventuels saignements. Donc là, on regarde s'il n'y a pas d'épanchement intra-abdominal. Donc on n'est pas dans un cabinet de radiologie, hein, on est dans... Donc c'est pas si facile que ça. Et en plus ça bouge. Et a priori, il n'y a pas de sang. Rien à signaler là non plus. Là, on est sûr qu'il n'y a, il y a pas de lésions traumatiques de type thorax et de trauma abdominal en fait.
on est rassuré avec l'échographie. Le motard se rendait à un entretien d'embauche à Niort quand il a eu son accident. Conducteur de 2 roues expérimenté, il n'en revient toujours pas. C'est dingue, hein. Franchement, là, je roule pas vite. Nous, on en voit tellement beaucoup des motards, donc ça freine pour faire de la moto, justement. On a souvent des bilans lésionnels un peu catastrophiques, quoi. Mais un motard, c'est difficile de le freiner. Non, après, j'arrêterai pas, mais c'est vrai que la prochaine fois, même si je roule pas vite, je roulerai encore moins vite. Une allure modérée qui lui a peut-être sauvé la vie. Car le jeune homme s'en sort bien. Les radios ne révéleront aucune fracture, ni blessure grave. Mais bon, c'est fait. Le blessé sortira le soir même de l'hôpital. L'année dernière, près de 14 000 motards ont été blessés et 620 sont morts sur les routes de France. À Niort, la météo continue de se déchaîner. Une pluie torrentielle s'abat sans discontinuer sur le marais Poitevin. Et elle va donner du travail aux pompiers. À la caserne, Arnaud se prépare pour une intervention peu ordinaire, car plus de 40 vies sont en jeu. Donc là, on part sur la commune du Talus, sur un lieu-dit pour 40 brebis qui sont encerclées par les eaux suite aux inondations. Donc on va voir sur place ce qu'on peut mettre en place ou les sortir ou les mettre en sécurité. Ce ne sont pas des vies humaines, mais les pompiers prennent aussi ces opérations très au sérieux. Un troupeau entier pourrait se noyer. Arnaud fait partie de l'équipe nautique, une unité spécialisée, habilitée pour ce genre d'intervention. Pourquoi vous vous mettez en combinaison, vous allez plonger? Non, on va pas plonger, mais on va être probablement obligé d'évoluer dans l'eau. Arnaud et son collègue, Victorien, roulent sous une pluie torrentielle. Tous les cours d'eau ont quitté leur lit. Des crues que les pompiers surveillent attentivement, car elles commencent à menacer les routes et les habitations. Les nappes sont gorgées depuis tout l'hiver, en fait, parce qu'il a plu énormément tout l'hiver. Donc, ce qui tombe à chaque fois, forcément, ça ruisselle systématiquement. Et ça fait 3 à 4 fois que le niveau d'eau monte fortement, comme aujourd'hui, sur le secteur. Habituellement, le Touet, un affluent de la Loire, s'écoule tranquillement au fond de ce vallon. Mais depuis quelques jours, il a envahi la prairie et les brebis se sont fait piéger. Avant de se lancer à l'eau, les pompiers mettent sur pied un véritable plan de bataille. Ils savent qu'une rivière en crue est dangereuse, pour eux comme pour les bêtes. Nous sommes ici. Ouais. On a 46 brebis ici sur un îlot de terre isolé, mais elles sont obligées d'emprunter le Touet pour sortir. Donc le problème, dès qu'on s'en approche, elles remontent et elles filent dans le Touet. Les pompiers craignent que les brebis ne se jettent dans la rivière en les voyant. Victor alerte l'agriculteur sur les risques de l'opération. Il pourrait perdre tout son troupeau. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que les 46 se mettent à l'eau? Parce qu'on sait très bien que s'il y en a une qui s'y met, voilà, les 46 vont s'y mettre. Et là après, nous on est incapable de les rattraper. C'est bien pour donc ça. Il y a une chose qu'il faut évaluer qui est super importante, c'est est-ce que le jeu en veut la chandelle, si vous voyez bien ce que je veux dire. Parce que si elles sont aujourd'hui plutôt en sécurité sur un îlot, ah ben si l'eau ne monte pas, elles sont en sécurité, mais moi ça j'en sais rien. La solution c'est de sortir la première pour que les autres suivent, quoi, mais dès qu'on s'en approche, elle remonte dans l'eau. Ouais. On va aller voir ça. C'est en allant nourrir ses bêtes au petit matin que l'agriculteur s'est aperçu qu'elles étaient en mauvaise posture. Les brebis ont l'habitude quand il fait mauvais temps de se mettre sous le pont. Et puis là, ben, je me suis pas méfié qu'il y aurait tant d'eau cette nuit, et puis elles se sont mis à l'abri et puis elles ont été encerclées par l'eau. C'est fréquent comme ça que vous ayez autant d'eau? Ben non, ça arrivait, mais il y a très longtemps. Le problème, c'est que la crue se poursuit. Elle a bien monté l'eau depuis qu'on est arrivé, hein, parce que c'était presque à pied sec les brebis. Le risque est que le troupeau panique et se jette à l'eau. Aucune brebis n'y survivrait, car le courant a été mesuré en amont à plus de 100 mètres cubes par seconde, 50 fois son débit habituel. Alors les pompiers doivent faire preuve de la plus grande vigilance. C'est une spécialité dangereuse parce qu'il y a des choses que l'on voit, il y a des paramètres physiques que l'on voit, la vitesse du courant, et il y a aussi tout ce qui se passe sous l'eau. Et c'est surtout qu'on ne voit pas où est-ce qu'on met les pieds ou les mains parce que l'eau est très trouble.
peut y avoir des barbelés, on peut s'accrocher, donc oui, il y a des risques. Pour prendre le moins de risques possible, Victorien et ses collègues utilisent ces flotteurs. Mais même avec leur aide, ils ont beaucoup de mal à remonter le courant. Leur plan, encercler le troupeau pour le guider ensuite le long de la berge. Victor, vous gérez les 2 petits passages là. On va se répartir par ici. À la vue des hommes en combinaison orange, les brebis sont inquiètes. Les hydrospeed, non? Si elles paniquent et se jettent à l'eau, les pompiers ne pourront rien faire. Le propriétaire tente de les appâter avec un seau de céréales. Mais il est stressé. C'est qu'un vampire pied, là. Si ces bêtes se noient, c'est la catastrophe pour lui. Mais il réussit à attirer la meneuse et le troupeau suit. Vous longez bien la berge, là, monsieur, j'essaye sur surtout votre droite. pas me casser la gueule. Continuez comme ça. Pour le moment, tout le monde suit. Hein. La manœuvre fonctionne. Les brebis suivent le paysan jusqu'à la berge. Elles sont sauvées. Ok, impeccable les gars. C'est une bonne opération. Un agriculteur un peu mouillé, voilà. Après, mécontent, je pense. On a sauvé 43 vies. Même si c'est des animaux, c'est le but de nos missions. Le sauvetage de personnes, sauvetage d'animaux, sauvetage de biens. Donc pour nous, c'est des missions agréables à remplir. On réintègre le matériel. L'agriculteur est soulagé. Merci bien, merci à tout le monde. Je trouve que ça s'est très bien passé, hein, parce que je le sentais pas, sincèrement. C'était pas gagné d'avance. Hein. Vous avez retrouvé le sourire? Oui, enfin on sait jamais comment que ça va se dérouler, hein, c'est surtout ça. Mission accomplie pour les hommes de l'équipe nautique. Les interventions comme celle-ci sont une bouffée d'oxygène pour ces pompiers habitués aux pires situations. Alors à force d'affronter les difficultés ensemble, des liens d'amitié très forts se créent entre eux. Quelques jours après avoir sauvé la vie des brebis, Arnaud et son collègue Alex profitent d'une accalmie de la météo pour découvrir quelques coins de pêche, leur passion. On va essayer d'aller dans le petit bras au-dessus là. Bon Alex, je compte sur toi pour attraper le gros. Hein. Oui, bah, ça c'est sûr que c'est moi qui vais l'avoir aujourd'hui. Hein. Regarde dedans, une belle perche. Ah. Une amitié née pendant les longues gardes passées ensemble et qui s'est scellée le jour où ils ont failli mourir tous les deux. Moi, il m'est arrivé, enfin tous les deux, une fois une intervention où ça a été chaud pour nous. Ce serait pas dans un moulin? C'était une situation où on a failli se noyer. Et en fait, on s'est retrouvés, alors pour ma part, aspiré dans la travée du moulin. Donc je me suis retrouvé suspendu à la corde, plaqué au fond, donc en apnée. Par chance, j'ai réussi à sortir de l'autre côté du moulin. J'ai crié à Alex que j'étais sorti et que surtout il ne s'engage pas dedans. Et puis là, j'ai vu ces lumières de casque arriver et prendre le même chemin que moi. Ce jour-là, on aurait pu rester tous les deux. Ouais. Ce genre d'intervention, ça tisse forcément des liens parce qu'on a vécu les mêmes choses au même moment dans la même galère. Des galères qui les unissent tous au sein d'une grande famille. Et ceux que les pompiers surnomment les Blancs, les équipes du SMUR, en font aussi partie. Une solidarité dont Christelle, Mathieu et Antoine vont avoir bien besoin. Car ce matin, ils viennent d'être appelés sur une intervention difficile. Donc là, on part sur une douleur thoracique d'un homme de 49 ans, avec décompensation cardiaque, dans un cabinet médical. Donc déjà pris en charge par le médecin, et donc il y a une souffrance cardiaque sur l'électrocardiogramme. C'est une urgence absolue. Le médecin généraliste a identifié un infarctus. Une artère s'est bouchée et le cœur risque de s'arrêter. Direction la commune de Lezé, à plus de 45 km à l'est de Niort. Antoine, l'ambulancier, met le pied au plancher. Chaque minute compte. Effectivement, dans l'infarctus, plus on agit vite, mieux c'est. Donc là, avec un délai de 45 minutes, 30 minutes, demi-heure, il y a toujours un risque pour le patient et un pronostic un peu plus engagé. Les pompiers ont déjà installé la victime dans l'ambulance. L'homme souffre depuis 4 jours. Mais à 6 h du matin, la douleur est devenue insupportable. Bonjour monsieur.
Ça date de quand la douleur thoracique en fait, monsieur? Depuis mardi. Mardi. Donc la douleur, elle vous serre à la poitrine? Ouais, c'est plus... D'accord. Elle est permanente là? Ouais, c'est plus là. D'accord. Il a encore... Pâleur du visage, transpiration, forte douleur à la poitrine, tous les signes d'un infarctus. Pour s'en assurer, il réalise un nouvel électrocardiogramme. Bougez plus, vous respirez tranquillement. On fait l'enregistrement de votre cœur. Les résultats ne sont pas bons et confirment le diagnostic du médecin généraliste. Donc oui, effectivement, c'est un infarctus qui est constitué donc, avec des signes d'infarctus et de souffrance aiguë. Donc là, on ne fera que l'aspégie pour l'instant et on mettra perfagormorphine. D'accord. Première urgence, soulager la douleur du patient. Là, je fais la première injection de morphine, d'accord? Et puis, vous me redites dans 2-3 minutes ce que ça donne si votre douleur est un petit peu moins importante, d'accord? L'homme est conscient. Il faut au plus vite l'emmener à l'hôpital pour tenter de déboucher ses artères. Allez, go! Effectivement, là, il y a un pronostic vital qui est engagé, avec un cœur qui est affaibli. Et donc, on va quand même gagner du temps pour essayer de récupérer le maximum de cellules cardiaques, en sachant qu'on a quand même une perte de chance non négligeable. Une course contre la montre s'engage, car à tout moment, le cœur du patient peut s'arrêter. Et Mathieu ne peut administrer la panoplie classique de médicaments dont il dispose en pareil cas, car les risques d'hémorragie seraient trop grands. L'homme a trop attendu avant de se faire soigner. Mathieu le sermonne gentiment. Dès que vous avez une douleur thoracique, il ne faut pas hésiter à consulter aux urgences au moins ou à appeler le 15. Parce que là votre cœur, il souffre en fait. Il aurait fallu venir plus tôt à l'hôpital. Ah oui, je suis têtu. C'est vrai? Ouais. C'est votre femme qui le dit? Là, quand je rentre à la maison, ça va... Ça va barder? C'est vrai? Pour la Saint-Valentin. En plus pour la Saint-Valentin, ouais. L'homme plaisante, mais tout à coup son état s'aggrave. Sa tension chute. Il se met à transpirer. Des signes qui alertent Mathieu. Vous êtes toujours chaud comme ça? Non. Non, pas de ouais. Monsieur est bien blanc et il a des marbrures sur le ventre. Dû au fait que son cœur pompe mal et en fait ne suffit plus à irriguer les organes. Monsieur, ça va? Le patient est sur le fil du rasoir. Mathieu ne le quitte pas des yeux. Mais on a des petits coups de stress, c'est partie du job, hein, mais c'est pas forcément plus simple à gérer. Il y a la réalité des référentiels, puis il y a la réalité du terrain. Et des fois, on est entre les deux et on doit prendre une décision rapide. Donc on doit être vraiment sûr de nous, quoi. Avec ce patient, Mathieu sait que tout peut basculer en quelques minutes. Enfin, l'ambulance arrive à l'hôpital. Pour gagner du temps, les équipes de cardiologie ont été prévenues et sont prêtes à recevoir le patient. Bonjour. Direction la salle de coronarographie où le docteur Lucas et son équipe prennent le relais. On va vous recouvrir, monsieur, hein. 2 petites secondes. Le cardiologue espère pouvoir déboucher les artères du patient. Pas d'anesthésie générale, l'homme reste conscient. Le médecin introduit de petits guides dans les veines pour remonter jusqu'au cœur. Une intervention réalisée sous radiographie. Alors, je suis obligé de passer par l'artère fémorale parce que vous n'avez pas les artères des bras suffisamment bien perçues et on n'a pas trop le temps de chercher ces artères. Donc on va directement à l'essentiel parce qu'on est assez pressé. Le cardiologue commence par la coronaire gauche, une artère majeure qui irrigue une grande partie du cœur. Et ce qu'il découvre confirme ses inquiétudes. Donc effectivement, on a une maladie coronarienne évoluée. La coronaire gauche fournit 2 branches. La première est bouchée. Elle est bouchée peut-être depuis longtemps. Et la deuxième branche de la coronaire gauche, c'est quant à elle rétrécit de manière extrêmement importante. 90% à son origine, juste là. Le cœur ne reçoit presque plus de sang par cette coronaire. Les lésions sont trop anciennes pour que le cardiologue puisse intervenir. Je suis pas sûr qu'on aille sur un geste. Parce que... Mais il ne renonce pas. Il inspecte l'autre coronaire. On va voir comment est la coronaire droite, quel type de lésion. Sauf que la première image radio est sans appel. Une JR4, c'est bien bouché. C'est une situation qui est quand même
assez critique. Les deux artères sont quasiment invisibles sur la radiographie parce qu'elles sont presque totalement obstruées. Seul 20% du sang arrive encore à passer. Mais le cardiologue ne veut pas baisser les bras. Il fait une ultime tentative. Bon, on va déboucher la droite. A priori, ça a l'air d'être assez récent. Il tente de déboucher l'artère droite à l'aide d'un stent, un petit ressort. Mais il rencontre un problème. Impossible de franchir la lésion qui bouche l'artère. On va pas y arriver. Je pense que là, c'est mal parti. Ça risque d'être difficile. C'est-à-dire que le guide ne passe pas dans la lésion, mais il passe sous la lésion. Et donc, c'est pas le bon chemin. S'il insiste trop, il risque d'endommager le vaisseau et de créer une hémorragie. Test. Ah non, faut arrêter là. Après plusieurs tentatives, il doit se résoudre à abandonner. Vous m'entendez? Oui. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle. Vos artères sont bouchées. Ouais. Elles sont abîmées depuis très longtemps. Hein. Ok. Et donc, on ne parviendra pas à déboucher l'artère qui s'est bouchée mardi. On intervient un peu tard. Voilà. Donc, on va faire le bilan. Il est possible qu'en fonction des résultats du bilan, on vous oriente assez rapidement sur un service de chirurgie cardiaque pour un triple pontage. Vous comprenez? Oui, vous m'avez suivi là? Oui, oui. D'accord. Face à la gravité de la situation, il faut envisager une chirurgie très lourde. Une opération des coronaires à cœur ouvert, le triple pontage. Alors, vous avez toujours mal ou pas? Non, non, ça va. Mais avant, il faut vérifier que le cœur n'est pas trop endommagé. Sinon, cette opération risquée ne servirait à rien. Seule l'échographie cardiaque permettra d'y voir plus clair. On va jeter un coup d'œil à l'écho, votre cœur. Et le résultat n'est pas bon. En général, un cœur sain expulse 60% du sang. Le sien, 15% seulement. Beaucoup de cellules cardiaques sont définitivement mortes. On se trouve malheureusement avec un état de cœur un état actuel qui est précaire, qui est très précaire, faut le dire. On ne parle pas d'un angle encarné là, on parle de votre cœur qui est vraiment en très très mauvais état. Et pas depuis hier, ça date déjà depuis quelques mois, peut-être même plus. C'est à ce point, c'est du costaud? Il faut le dire, ouais. Avec moi, c'est tout ou rien, donc. Là, vous avez tout. Même la solution du triple pontage n'est plus envisageable. Ce patient va devoir attendre une greffe de cœur. En quelques heures, l'avenir de cet homme s'est très sérieusement assombri. Mais ça fait bizarre. Là, d'un seul coup, de se retrouver comme ça, je me suis dit, bon, c'est un petit problème de poumon, je suis fumeur, mais là, de tout à tout, il est hors de question que je baisse les bras. Ça, c'est pas mon cas. Je n'ai pas été élevé comme ça. Oh non. Une force de la nature qui tout à coup se retrouve à genoux. Il va falloir prendre des pincettes pour prévenir ma femme. La pauvre. Je suis terrifié. Autant pour moi, ça me dérange pas. Pour moi, ça me dérange pas, personnellement. Mais la pauvre, ça c'est comme elle est. Elle va bien m'engueuler. Non. Allez, on y croit. Faut y croire. Si on n'avance pas, donc on va avancer. Le malade est transféré en hélicoptère à l'hôpital de Poitiers. Petit miracle, après 1 mois en service de réanimation cardiaque, il est rentré chez lui. L'homme est inscrit sur la liste des 25 000 malades en attente d'un don d'organes. Cette année, Cécile, Michael, Mathieu et leurs collègues sont venus en aide à plus de 10 patients chaque jour. Une augmentation de 20% en 10 ans. Parmi ces malades, nombreux sont ceux qui leur doivent la vie.